Bonjour à tous. Ah, il y a encore des personnes qui arrivent. Bienvenue. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Romain. Donc, je travaille chez Smile depuis 2011. Je fais du Magento depuis 2011 également. J'ai fait pas mal aussi de contributions sur Magento 2. Et mon travail aujourd'hui, c'est plus principalement de développer un produit qui s'appelle Elasticsearch. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui connaissent, si vous pouvez lever la main. Ok, donc je n'ai pas besoin de vous repréciser ce que c'est. Ça, c'est parfait. Donc, bienvenue à Paris. Moi, je suis super content d'être là et de boucler un peu la boucle parce que je suis dans l'écosystème Magento depuis environ 15 ans. Et j'ai jamais été speaker dans un event Magento. C'est la première fois aujourd'hui. Et pourtant, j'ai été speaker dans des events Silius, Symfony. Donc, au moins, on remet un peu les choses à l'endroit aujourd'hui. Et je reviens à la communauté de laquelle je suis issu à la base. Donc, on va parler d'open source aujourd'hui et de développement de solutions, de projets, de produits open source. Et on va voir pourquoi c'est un défi et pourquoi c'est compliqué au final de développer des solutions comme ça et de les rendre pérennes. Parce que je pense que vous avez tous été du côté utilisateur. Moi, je l'ai été pendant longtemps. J'ai utilisé beaucoup de solutions open source, je les utilise encore. Et c'est un super levier pour l'innovation, pour construire des choses, pour aller super loin, répondre aux problèmes de nos clients ou autres. Mais quand on passe de l'autre côté de la barrière, en fait, on se rend compte que c'est pas de tout repos. Il y a vachement de défis à relever si on veut construire des choses qui répondent aux besoins des gens et qu'on puisse maintenir, qui soient durables et qui soient aussi rentables. Parce qu'on va aussi parler de rentabilité et de construction de modèles économiques dans le talk d'aujourd'hui. Pour illustrer tout ça, je vous raconterai l'histoire d'Elasticsearch et les défis auxquels on a dû faire face, nous aussi, pour transformer quelque chose qui était au début un petit projet, un petit side project à Smile, en quelque chose de rentable, avec lequel on accompagne aujourd'hui beaucoup de clients. Hop, donc quelques rappels. L'open source, c'est pas nécessairement gratuit, c'est pas synonyme l'un de l'autre. Et pour illustrer ça, on peut parler par exemple de cette bière qui est là, qui s'appelle la Free Beer. C'est une bière qui a été créée en 2005 par les étudiants de l'université de Copenhague. Et en fait, le principe, c'est que la recette est librement accessible. Donc n'importe qui peut refabriquer sa version de la Free Beer, la redistribuer, mais ce ne sera pas gratuitement. Si vous allez chez un brasseur qui fait sa propre version de la Free Beer, il ne va pas vous offrir une pinte en fait. Vous allez la payer. Même si lui, il a pu se réapproprier la recette, la modifier et en faire une propre création. Donc l'idée de l'open source, c'est ça en fait. C'est un accès libre au code, le fait qu'il soit modifiable, redistribuable, et il y a certains modèles commerciaux qui sont payants. Quelques exemples que vous connaissez peut-être. Je n'ai pas cité Magento et Adobe évidemment, mais on a des éditeurs comme Red Hat qui vont éditer des versions de Linux, des distributions Linux, qui vont faire payer tout ce qui est support, services additionnels. On a GitLab, que vous connaissez sûrement, qui a un modèle open core, c'est-à-dire qu'ils ont une version gratuite et une version payante qui leur permet de faire vivre l'ensemble de leur écosystème. Il y a Elasticsearch. Alors ça, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, parce qu'en plus, ils changent de licence tous les 4 matins, mais il y a une version open source de l'outil et un modèle commercial. Et on a Redis, qui est un outil de cache que vous utilisez probablement sur Adobe, qui est open source avec des offres commerciales on top et qui vendent aussi, par exemple, de l'hébergement. Donc l'idée, c'est de se dire que l'open source peut être rentable tout en restant ouvert pour la communauté et modifiable et redistribuable. Donc maintenant, on va voir pourquoi c'est un défi en fait, de maintenir et de faire évoluer des solutions open source. Le premier point, et ici, je vous ai mis des exemples que j'ai reçus moi-même personnellement, c'est le niveau d'exigence des utilisateurs. Et en fait, ça, on s'en rend compte quand on passe de l'autre côté de la barrière, c'est qu'on distribue un logiciel gratuitement qui contient énormément de fonctionnalités dans le cas d'Elasticsearch. Et les gens l'utilisent gratuitement et viennent derrière demander du support avec un super haut niveau d'exigence. Là, je vous mets quelques messages et
croyez-moi, je vous mets pas les pires parce que j'ai pas envie d'envoyer de la violence à l'auditoire. J'ai reçu des trucs assez épicés certaines fois, mais ça c'est le genre de message qu'on reçoit soit sur GitHub, donc sur le dépôt public, j'en reçois sur mon mail perso, je ne sais pas non plus où les gens le trouvent, mais parfois on m'écrit dessus en me disant ah ben j'ai besoin de ça, fais-le s'il te plaît. Bon. Ou sur LinkedIn. Et ça, c'est un vrai paradoxe en fait. Cette notion d'immédiateté du support et qu'il faudrait qu'on réponde aux gens dès qu'ils ont besoin de quelque chose. Tout ça parce qu'on fournit quelque chose de gratuit, qu'ils l'utilisent et on leur serait a priori redevable. Donc ça, c'est quelque chose qui est un vrai défi parce que ça peut perturber une équipe de développement produit, ça rajoute du stress, on se dit ah mince, on répond mal aux besoins, peut-être qu'on ne fait pas bien les choses, etc. Et ça rajoute pas mal de pression. Et en plus, ça va dépendre des acteurs qui nous contactent, mais celui qui est en bas à droite, là, enfin ici, je l'ai flouté, mais ça c'est quelqu'un qui bosse chez Accenture. Donc s'il bosse chez Accenture, c'est probablement parce que son client, c'est une boîte hyper enterprise qui pourrait très probablement se payer du professional services ou un consultant, ou voilà, et il y a probablement plus de développeurs qui bossent sur le projet de ce client-là que dans mon équipe en fait. Donc c'est cette asymétrie qui parfois est un peu agaçante et un peu difficile à supporter. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les contributions et le modèle économique. Premier point, la contribution, en fait, il y a une asymétrie qui est énorme entre les consommateurs qui vont utiliser Elasticsearch ou n'importe quel autre produit open source et les contributeurs qui vont vraiment participer, faire des choses, faire des pull requests, remonter des idées, des choses comme ça. Sur Elasticsearch, on a à peu près 80 contributeurs en presque 10 ans d'existence, donc c'est pas beaucoup. Et parmi ces 80 contributeurs, il n'y en a que 2 qui ont fait plus de 10 contributions. Donc c'est très très faible au regard de ce que les gens viennent demander en fait et attendent du produit. Ensuite, les contributeurs principaux, donc la core team, ils ont parfois d'autres obligations. Aujourd'hui, on a une équipe dédiée, on a la chance d'avoir une équipe dédiée. Avant, ce n'était pas le cas. On devait conjuguer ça avec notre boulot chez Smile. On avait un peu de temps dédié pour y travailler, mais ce n'était pas un temps plein. Donc parfois, on pouvait mettre du temps à répondre aux demandes des gens, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne sur les autres projets open source. Il y en a même plein où c'est juste des gens qui contribuent sur leur projet open source après le boulot ou les week-ends. Ils ne sont pas du tout payés pour ça et il n'y a même pas une boîte qui les back derrière. Donc là-dessus, il y a une vraie asymétrie aussi. Et l'autre point qui peut être compliqué, c'est le modèle économique. Parce qu'à un moment, quand on a une solution qui marche comme ça, qui est utilisée par les gens, faut aussi se dire comment on peut la pérenniser, comment on peut en faire un mode de revenu qui permette d'y travailler sereinement et s'assurer qu'elle sera toujours maintenue à l'avenir et qu'elle pourra continuer à être utilisée. Et justement, sur la monétisation, nous, on s'est aperçu, là j'ai mis des exemples sur Elasticsearch, mais c'est un peu le cas sur les autres solutions aussi. Par exemple, quand Elastic a changé de licence pour passer sur des trucs plus propriétaires, etc. À chaque fois, les gens s'offusquent. Et nous, il y a un bon exemple chez nous, c'est il y a 2 ans, je crois, on a rajouté un petit bandeau dans Elasticsearch, dans la version open source gratuite, pour dire hey, vous utilisez une version gratuite, est-ce que ça ne vous dirait pas de passer à une version payante? Donc c'est un petit bandeau pub qui, quand on l'a mis, on s'est dit il n'y a rien de méchant à faire ça en fait. Les gens, ils utilisent quelque chose de gratuit, la seule chose qu'on leur pousse en retour, c'est un petit peu de pub, elle est à peine intrusive. Ok, c'est fair enough. Et en fait, le jour où on l'a publié, il y a quelqu'un sur GitHub qui a fait un ticket en disant comment j'enlève ça. Il y a un gars qui lui a répondu un peu plus tard, j'ai fait un package pour le faire, et ce package il a été installé 58 000 fois. Et du coup, moi cette histoire elle me fait rire parce que juste avant je vous disais sur les contributions pour des features, il n'y a pas grand monde. Par contre, quand il s'agit d'enlever un petit bandeau pub, là il y a direct un mec qui publie quelque chose, quoi. Donc je trouve que ça montre quand même un peu l'aversion à tenter de monétiser notre solution. Et pourtant, il y a un coût réel quand on veut maintenir une solution open source. C'est des gens qui travaillent dessus et qui y passent du temps.
Ici, je vous ai mis quelques exemples de projets open source qui étaient vachement utilisés et qui ont soit périclité, soit il y a eu des incidents liés au fait qu'il manquait de financement et d'accompagnement par la communauté. Pardon. Les premiers, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Faker.js et Color.js. C'était des outils pour faire un peu des tests, des choses comme ça, des mocks en JavaScript. C'était ultra utilisé par toute la communauté, mais c'était gratuit et du coup, leur créateur, il n'avait pas de financement et un jour, en fait, il a pété les plombs. Il a introduit plein de bugs dans le truc et ça a fait tomber plein de chaînes de CI/CD en mode je m'en fous, personne m'aide à développer mon truc, je suis tout seul dans mon coin, j'ai pas de revenus, je casse tout. Le deuxième exemple, il est intéressant aussi, c'était un peu la même histoire, sauf que là, le mec, au lieu d'introduire des bugs, il est juste parti, il a dit ok, j'abandonne, ça me prend trop de temps, j'en tire pas de revenus, j'en tire pas d'argent, ça me prend mes soirs et mes week-ends, stop. Je le donne à un autre mec, le mec qui a récupéré, il a mis un malware dedans. Et c'était utilisé sur des millions de plateformes dans le monde. Et le dernier, qui est un peu plus vieux, c'est OpenSSL. Ça, pour les plus anciens ici, ils ont dû vivre ça. Là, il y avait une faille qui s'appelait Heartbleed en 2014. OpenSSL, c'est un algo, un modèle de chiffrement. Et en fait, c'était maintenu par une équipe de bénévoles ou de pseudo-bénévoles qui recevaient à peu près $2000 par an pour le maintenir. Donc, autant dire que dalle. Et en fait, un jour, ils ont laissé passer une faille critique parce que, avec aussi peu de moyens, ils ne pouvaient pas être non plus hyper proactifs. Et suite à ça, il y a une initiative de financement interentreprise qui s'est montée avec des grands groupes, etc., qui aujourd'hui financent les mainteneurs d'OpenSSL pour éviter que ce genre de trucs se reproduisent. Après, il y a d'autres exemples. Je ne sais pas si vous connaissez Curl. Vous connaissez forcément Curl. Curl, c'est un gars tout seul chez lui qui maintient ça depuis 30 ans, je crois. Il s'appelle Daniel Stenberg. Vous pourrez regarder, il a un blog. Et dedans, il explique que la licence Curl, elle oblige à accréditer que Curl est utilisé. Et en fait, Curl, aujourd'hui, c'est utilisé partout. Donc, c'est utilisé dans les téléphones portables, sur les GPS de voitures, etc. Et du coup, des fois, il reçoit des mails parce qu'il y a fatal error sur le GPS d'une Toyota Corolla. C'est un truc qu'il explique dans un de ses blogs. Fatal error, machin. Et puis, il y a un petit truc qui dit Curl avec son nom. Et donc, les gens le contactent. Et il est tout seul pour développer son truc. Et je crois que ça fait genre 2 ou 3 ans qu'il a réussi à monter une structure pour en vivre. Et pourtant, si ce gars-là, il arrête de maintenir Curl, c'est l'Internet du monde entier qui tombe, en fait. Enfin, qui tombe. En tout cas, qui va avoir quelques secousses pendant quelques temps. Parfait. Et du coup, comment on a essayé de répondre à tous ces défis-là, nous, avec Elasticsearch ? On est parti sur un modèle 100% open source et gratuit, un peu hippie. Aussi parce qu'on ne mesurait pas forcément le succès que ça allait prendre. Quand Magento 2 est sorti, on a vu qu'il avait les mêmes écueils que Magento 1. Il n'y avait pas de briques de merchandising. On s'est dit, il y a un espace à prendre, allons-y. On avait déjà commencé à y travailler sur Magento 1. On a un peu mieux structuré le truc sur le 2. On a publié en open source sur le GitHub de Smile gratuitement. Et ça a vachement pris parce que forcément, ça répondait à un besoin de la communauté. Aujourd'hui, on a 3 600 000 downloads sur Elasticsearch. Donc, je n'ai pas mesuré, mais c'est à peu près sûr que c'est l'extension Magento la plus téléchargée sur Packages, et de loin. Donc, c'est un vrai succès. Ça a beaucoup essaimé dans la communauté. Et ça, on en est très fiers. Par contre, sur ces 3 premières années de développement, le constat qu'on tirait, c'est OK, ça occupe à peu près 2 personnes à quasi temps plein, mais qui ne sont pas vraiment dédiés non plus parce qu'on reste des salariés de Smile. Donc à l'époque, on bossait encore sur des projets, des clients, etc. Donc ça ne nous permettait pas de faire vraiment vivre une roadmap, ça ne nous permettait pas vraiment de se répondre très bien aux besoins des clients non plus. C'était un truc qui vivotait un peu, mais qui coûtait de l'argent. Ça n'avait pas forcément un avantage compétitif pour Smile parce que les autres agences pouvaient le proposer aussi. Nous, on pouvait arriver en disant c'est nous, on a la casquette éditeur, on connaît le produit, mais c'était tout. Donc on a commencé à se poser la question de comment adosser un modèle économique à tout ça, en tirer une source de revenus et s'assurer qu'on puisse bien continuer à maintenir Elasticsearch parce que à un moment, la question s'est quand même posée aussi de qu'est-ce qu'on gagne à faire ça et la réponse n'était pas évidente.
Donc 2019-2020, c'est un peu la période de transition où on se dit, OK, comment on crée de la valeur à partir d'un truc qui est hyper populaire et qui est hyper répandu. On a commencé à faire des missions d'expertise, c'est-à-dire que les clients venaient nous voir, des clients de Smile ou d'autres, pour qu'on les accompagne sur l'expertise technique, qu'on les forme sur l'outil, parce que c'est un outil qui est un peu compliqué à utiliser fonctionnellement. Et on a aussi fait du cofinancement de fonctionnalités. C'est-à-dire que certains clients viennent nous voir, nous disent « Ah ben moi j'aimerais avoir ça dans Elasticsearch, si ça nous intéresse, on dit bah ok, monsieur le client, on le fait en 50-50. » Julien, on l'a fait sur Henry Schein à l'époque, on l'a fait avec d'autres clients. Et c'est vrai que ça marchait plutôt pas mal. Mais ça reste de la vente de services, ça reste des trucs ponctuels et c'est difficile pour nous c'était difficile pour nous de nous projeter sur des revenus récurrents et de pouvoir savoir combien on allait gagner dans 1 an, 2 ans ou même dans 3 mois. Ce qui a changé la donne au final et qui aurait pu la changer drastiquement, c'est qu'à cette époque-là, on a reçu une proposition d'Adobe que moi j'étais allé rencontrer à Vegas à l'époque, qui nous ont dit c'est super votre truc, les consultants avant-vente Adobe, ils le mettent dans les démos, ils font la démo de Magento en disant regardez ça fait ça, mais en fait c'est Elasticsearch. Donc on leur a dit super les gars, c'est bien, très content, très flatté. Et du coup ils nous ont dit votre truc il a vachement de valeur, ce qu'on vous propose c'est d'en acquérir la propriété intellectuelle, de l'intégrer au corps de Magento, et ça devient le moteur de recherche par défaut de la solution. Nous on leur a dit c'est super, c'est un bon aboutissement pour nous. On serait très content de faire ça. Pour combien vous nous le rachetez? Pour 0. Pourquoi? Parce qu'on ne générait pas de revenus avec. Et on avait beau avoir une base installée hyper importante, ils le savaient, puisqu'ils le voyaient chez leurs clients, ils connaissaient le produit, ils l'intégraient. Mais pour eux, ça valait rien parce que c'est open source, le code est libre et il n'y a pas de source de revenus associée. Donc, on a passé quelques mois à discuter avec eux pour que ça donne pas grand-chose au final. Mais au moins, ça nous a convaincus que ça avait de la valeur, même si financièrement, ça n'en avait pas pour Adobe. On s'est dit, OK, pour les clients, ça en a. Et il faut qu'on construise quelque chose de vraiment pérenne là-dessus. Et au final, ce qu'on a décidé de faire avec le soutien de Smile, qui sont les sponsors depuis le début, c'est de passer sur une version commerciale, donc un modèle open core, un peu à la GitLab. On garde la version open source d'Elasticsearch, qui reste gratuite, et qui normalement restera toujours gratuite. Et on crée par contre une version commerciale, qu'on vient placer au-dessus, qui est distribuée sous licence, avec un abonnement. Et cette version, elle contient des fonctionnalités supplémentaires pour le métier, pour les clients, et aussi un support dédié, avec un accès privilégié à la core team, des SLA pour les clients qui ont des impératifs, etc. Et ce qu'on appelle de l'accompagnement métier, c'est-à-dire des consultants qui vont venir chez le client, prendre les besoins marketing du client, traduire ça en configuration du moteur pour les aider à mettre en avant les produits qu'ils veulent mettre en avant sur leur plateforme. Et au final, quelques années plus tard, quels enseignements on tire un peu de tout ça? On a atteint une rentabilité financière sur l'activité, parce qu'aujourd'hui on a plus de 70 clients qui ont rejoint l'aventure. Donc il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui sur la pérennité d'Elasticsearch. On sait qu'on a un fonds de roulement et des revenus récurrents qui nous permettent de sécuriser une équipe pour le maintenir et continuer à travailler dessus. On a pu faire grandir l'équipe. On est passé de 1,5-2 à plus de 10 personnes aujourd'hui, avec des développeurs, des commerciaux, des consultants. Et ça nous a permis de développer des fonctionnalités innovantes, basées sur la data et l'IA. Ça, c'est le petit moment placement de produits. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à venir sur le stand. Je pourrais vous en parler. Ça nous a aussi permis de créer un espèce de spin-off d'Elasticsearch dédié aux autres solutions e-commerce. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est le mythe Magento, donc pas trop parler de ce qu'on peut faire sur Silus et Shopware, mais on a aussi un outil pour ça maintenant, qu'on n'aurait pas pu financer sans ce modèle économique. Mais surtout, ça nous a permis d'améliorer la version open source de l'outil, parce que ça reste le socle de notre version payante. Et du coup, ça nous a permis d'améliorer les perfs, d'améliorer la couverture de test, la qualité globale. Donc, in fine, en fait, tout le monde y gagne, même les gens qui ne sont pas prêts à payer, qui n'ont pas voulu payer ou qui trouvent ça pas cool qu'on fasse une version payante.
et ben ça nous a quand même, enfin, ils en bénéficient parce que la version gratuite est mieux qu'avant et elle est mieux maintenue. En tout cas, on fait le maximum pour la maintenir mieux. Et du coup, pour terminer, si vous utilisez des projets open source, et je pense que c'est le cas, comment vous pouvez faire en fait à votre échelle pour les soutenir? C'est assez simple. Déjà, vous pouvez commencer par remercier les créateurs. Juste un message, si vous utilisez une librairie JS, j'en sais rien moi, qui est faite par un mec tout seul chez lui et que vous l'utilisez toutes les semaines pour faire des trucs, un jour pensez à lui dire merci pour ta librairie, elle est cool. Mettez-lui une étoile sur GitHub, des choses comme ça. Et après, participez en fait sur les discussions, les communautés. Sur Elasticsearch, on a des gens qui viennent et qui répondent aux questions des autres. Et en vrai, ça, c'est super cool parce que nous, ça nous enlève un peu de boulot. Et puis, ça crée de l'émulation. Et comme ça, les gens, ils progressent un peu tous ensemble. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Ça prend pas forcément longtemps. Après, vous pouvez rédiger de la doc. Vous pouvez tester les nouvelles versions quand elles sortent. Proposer des améliorations et remonter des bugs de manière constructive, pas comme on a vu au début. Mais en tout cas, participez, soyez pas juste des consommateurs, parce que ça permettra d'améliorer les outils. Et après, sur l'aspect financier, nous, c'est pas notre cas. On propose pas de faire des dons, mais il y a plein de librairies qui le proposent. Il y a des choses, il y a le programme sponsorship de GitHub, des choses comme ça. Pareil, n'hésitez pas à donner aux créateurs de librairies open source. Et si vous êtes une agence ou des développeurs, vous pouvez éventuellement tenter de convaincre vos clients, vos entreprises, de passer aux versions premium quand les librairies en proposent, ou d'acheter du support ou des choses comme ça si les éditeurs le proposent. Et après, respectez les gens, leur envoyez pas des mails sur leur mail perso le samedi soir pour corriger des bugs urgents ou des choses comme ça. Parce que nous, on a la chance d'être backé par Smile, et même à l'époque où c'était gratuit, on faisait quand même à peu près ça sur nos heures de boulot, mais il y a plein de librairies où les mecs ils font ça sur leur temps perdu, et c'est vraiment pas cool de leur mettre la pression pour qu'ils rajoutent des choses dans leurs outils. Voilà. Questions ou des réflexions, des remarques? J'arrive avec le micro. Merci. Je voulais savoir, étant donné le faible nombre de contributeurs externes et d'un autre côté les super bons résultats que ça a eu, est-ce que ça a été un regret au départ d'avoir ce projet en open source? C'est-à-dire un regret de l'avoir en open source? Parce que vous aviez du coup de la pression de la part des utilisateurs, comme vous le disiez. Et est-ce que c'était pas plutôt, est-ce qu'il n'y a pas eu un regret? Est-ce que à ce moment-là, vous n'êtes pas plutôt dit il aurait fallu lancer un projet commercial sur ce module-là? On y a pensé, mais l'intérêt quand même aussi de le lancer en open source, c'est ce qui a permis qu'il devienne populaire. Si on a autant de téléchargements, c'est parce qu'il a été distribué gratuitement et en open source. Par contre, c'est vrai qu'il y a une asymétrie entre les gens qui ont contribué et ceux qui l'ont utilisé. En fait, il y a beaucoup d'utilisateurs silencieux qui sont sûrement très contents, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ne le disent pas. Et par contre, on entend beaucoup ceux qui râlent, et ça, c'est vrai partout, malheureusement. Mais je pense que si on avait lancé un truc payant dès le début, ça aurait probablement été plus compliqué. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Ouais, j'ai juste une petite question. Je voulais juste savoir comment toi tu voyais l'évolution des produits open source. Là, on voit il y a une actualité qui est un peu particulière actuellement avec les pays qui se recentrent un peu sur la maîtrise de leur SI, avoir des produits un peu plus libres, reprendre un peu quelque part une indépendance. Et comment tu vois ça, toi, qui a les mains dedans là? Alors nous, ça, c'est une tendance sur laquelle on, entre guillemets, milite depuis longtemps, mais qui n'avait pas forcément d'écho. Il commence à y avoir de l'écho là-dessus, effectivement, suite avec le contexte actuel. Et donc, nous, on pense qu'il y a eu une grande mode du SaaS quand même.
c'est en train de revenir un peu sur plus du on-prem, en tout cas plus maîtriser la gouvernance du SI des clients. Je pense qu'on s'oriente quand même plus vers ça. Et il y a des vraies questions sur la souveraineté de la donnée. En tout cas, nous, dans le domaine du search et du merchandising, la plupart des acteurs en SaaS, ils utilisent la donnée des clients finaux pour construire des choses comme des recommandations produits ou autres. Il faut savoir que ces acteurs-là, du coup, ils captent en fait les données des e-commerçants. Et si je prends l'exemple de Algolia, pour ne pas les citer, quand vous regardez sur le site web d'Algolia, il y a une page, c'est les third parties à qui ils transmettent les données qu'ils possèdent. Et il y a des third parties aux USA basés dans le Delaware, qui est un État, qui est une espèce de paradis fiscal et légal. Et quand on regarde ce qu'Algolia envoie à ses sous-traitants dans le Delaware, c'est adresse IP, mots-clés recherchés. Donc en fait, vous n'êtes pas du tout anonyme sur le net. Et il y a des sociétés que vous ne connaissez même pas qui reçoivent ce que vous avez recherché, quoi. Et pour nous, ça c'est hyper important comme sujet, d'autant qu'avec Elastic Suite, on n'est pas en SaaS, on est on-prem sur le Magento du client. Donc la donnée, elle rentre dans une boucle chez lui. Nous, on construit nos recommandations produits dessus, etc. Mais ça ne vient jamais chez nous. Et ce genre de sujet-là, en tout cas, nous, on pense que ça va devenir de plus en plus crucial pour pas mal de marchands. En tout cas, en Europe. Le marchand aux USA ne nous parle pas trop de ça pour l'instant. Mais sur le vieux continent, je pense que ça va être le cas là, sur les prochaines années. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Bon, merci beaucoup. Merci à tous.